Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce soir et je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à nos productions. Je reçois ce soir le professeur Willy Safran. Vous êtes professeur honoraire ou émérite à l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes psychiatre de formation et vous avez participé à un volume publié par l'Université de Mons dans la série La matière et l'esprit, sur le thème l'humour et l'identité. Alors ça me fait plaisir de demander à un psychiatre de me dire ce que c'est que l'humour. Qu'est-ce que c'est que l'humour, professeur Safran? Mais comme c'est une notion en fait extrêmement complexe, je me réfère à la définition qui est donnée par Freud, puisque dans les pays de langue française, en fin de compte, les deux ouvrages majeurs sont jusqu'à présent celui de Freud sur le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient et celui de Bergson sur le rire. L'humour est cette capacité qu'a l'esprit humain de percevoir de façon plaisante les choses insolites de la vie. Et l'humour se distingue du mot d'esprit dans la mesure où le mot d'esprit consiste à créer un certain nombre de mots qui, à l'origine dans la langue allemande, sont des mots valises, des néologismes pour rendre compte de certaines caractéristiques de la vie. L'humour est une valeur positive. Je crois que c'est dans votre article que se trouve une mini-analyse des annonces de caractère sentimental. Hein, quelqu'un cherche un conjoint et dit « moi, je recherche quelqu'un qui a de l'humour » ou bien « moi, j'ai de l'humour ». Donc, dans la relation sociale, l'humour, c'est quelque chose qui paraît important. Dans les relations sociales, l'humour est extrêmement important parce qu'en réalité, l'humour est un indicateur de la tolérance d'une société et du caractère démocratique d'une société et en même temps, l'humour est un levier de la tolérance. C'est dans les dictatures que l'humour est banni, c'est dans les démocraties que l'humour peut fleurir. Ce à quoi vous faisiez allusion est qu'entre autres, il y a une distinction d'origine sociale concernant le sens de l'humour, son appréciation et sa production. Dans nos sociétés, encore que les choses sont en train d'évoluer ces dernières années, il est demandé aux hommes de produire de l'humour. Oui, les femmes souvent attendent de leurs compagnons qu'il ait de l'humour. Voilà. Et si on est un homme, on a plus de chances de séduire une femme si on a de l'humour. Tout à fait. Et en même temps, on espère que les femmes apprécient l'humour que l'on fait. Oui, alors là, il y a parfois un humour masculin un peu machiste Oui. qu'elle risque de ne pas apprécier. Il y a l'humour individuel, l'humour que peut exprimer chaque individu, homme ou femme, mais il y a aussi l'humour collectif. On parle de l'humour anglais, on parle de l'humour juif, on parle peut-être à l'étranger de l'humour belge. Sûrement. Il y a de l'humour belge, il y a de l'humour caractéristique des Marolles. Finalement, les malaises dans une société, et c'est le cas de toute société, c'est d'avoir des malaises, se traduisent au niveau de la créativité. Et l'humour est en fait un des trois domaines majeurs de la créativité avec les sciences et les arts. C'est Arthur Koestler qui, le premier, a mis l'accent là-dessus. Et puis, les malaises de la société se caractérisent dans la psychologie individuelle et puis dans la psychopathologie individuelle. Et quand on fait le chemin inverse, on peut comprendre plus ou moins quelles sont les caractéristiques collectives d'une société, parmi lesquelles, entre autres, de l'humour. Et comme vous l'avez fait, on peut effectivement citer
l'humour britannique, on peut citer l'humour juif, on peut citer l'humour parisien qui est un humour davantage ironique et agressif, par exemple. On pourrait dire critique aussi. Voilà, c'est ça, oui. Et je dirais l'humour parisien par rapport à l'humour juif. Disons, l'humour, c'est le pouvoir de faire rire. Oui. Alors, l'humour parisien, c'est souvent le fait de faire rire à l'égard d'autrui, alors que je ressens l'humour juif comme le fait de faire rire à l'égard de soi, et l'humour anglais peut-être le fait de faire rire par rapport à des situations, et en particulier par rapport à des situations linguistiques, parce que les Anglais jouent beaucoup sur les mots. Oui. Est-ce que mon analyse rapide oui, est correcte? Oui, il y a des aspects tout à fait réels dans ce que vous racontez. L'humour juif, comme par exemple l'humour des Afro-Américains à New York, comme l'humour d'autres minorités, est fait essentiellement d'autodérision. Pourquoi de l'autodérision? Parce que les minorités essayent, grâce à cet humour fait d'autodérision, de désarmer la majorité qui en général maltraite les minorités. C'est quelque chose de récurrent dans beaucoup de sociétés. Donc c'est une arme de défense en quelque sorte. C'est une arme de défense, oui. Parce que l'humour, comme le mot d'esprit, a l'avantage sur le plan individuel de libérer les inhibitions sexuelles et agressives, mais est en même temps un mécanisme de défense qui permet à l'individu comme à la collectivité de se défendre contre les contraintes, les tabous, les interdits, les rejets de la société. Sur le plan des arts, l'humour est parfois déprécié. On a beaucoup parlé à la télévision ces derniers temps des 30 ans de la mort de Louis de Funès. On peut dire que Louis de Funès était un comédien comique, humoristique, et il a été déprécié à l'époque où il produisait la plupart de ses films. Alors pourquoi pas dire ce mépris ou ce dédain, mais quand même cette distance par rapport aux comiques, par rapport aux auteurs humoristiques, à l'égard des auteurs sérieux? Pourquoi peut-être un certain abandon de Molière par rapport à Racine, qui lui est le grand auteur sérieux du XVIIe, alors que Molière est un peu l'amuseur? Pourquoi ce dédain parfois à l'égard de l'humour? Les raisons réelles, c'est probablement parce que ça ne semble pas assez sérieux. Voilà. C'est considéré comme une activité mineure, agréable, plaisante, mais pas sérieuse. Au point que quand Freud a élaboré ce qui allait devenir le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient, vers les années 1897, il a abandonné ses recherches sur le mot d'esprit et l'humour pour poursuivre ses recherches sur l'interprétation des rêves, livre qu'il a publié en 1900, et en 1905, il a publié Le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient. Les mécanismes qu'il trouve dans l'interprétation des rêves sur le plan psychologique sont exactement ceux qu'il avait déjà découverts concernant le mot d'esprit quelques années auparavant. Mécanismes psychologiques secondaires, inconscients, faits de condensation, de surdétermination, de déplacement, qui remplacent les mécanismes primaires, conscients, rationnels, logiques. Et donc, finalement, il y a de fortes similitudes entre les rêves et les mots d'esprit. Mais l'interprétation des rêves est considérée comme l'œuvre majeure de Freud, et c'est une œuvre fondamentale et fondatrice, mais le mot d'esprit a été d'emblée déconsidéré par des générations entières de psychanalystes comme étant une œuvre mineure. Pourtant, à mon sens, c'est une œuvre majeure au même titre que l'interprétation des rêves. Eh bien, merci, professeur Safran, pour votre présence à notre émission ce soir. Je rappelle que vous avez édité avec Adolphe Nisenolk un ouvrage intitulé « Humour et identité » et qui est paru très récemment à l'Université de Mons, aux publications de l'Université de Mons. Merci pour votre présence à notre émission. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt et bonne nuit.